Radio Flamme 90.6 FM. On ne te présente plus Michel, voilà, pour ma part c'est un invité régulier, bon comme du bon pain de mon émission. Et quand je vois avec joie sa barbe de bon Père Noël passer épisodiquement la porte de nos studios, je peux dire personnellement que j'ai le bol de voir le Père Noël plusieurs fois par an. Alors cher Père Noël, alors qu'as-tu donc dans ta hotte, dans ton petit panier pour nous aujourd'hui, hein? Oui, j'ai plein de choses dans ma hotte. J'ai même un fantôme. Et t'as même un fantôme, on va commencer par ça. Ton dernier roman policier, Le fantôme de la butte, que j'ai lu d'une traite. Donc, livre excellent, mes chers auditeurs. Alors, tout d'abord, parler de fantôme sur Cherbourg, c'est reconnaître implicitement que le Normand a de l'esprit. Hein, sans esprit, pas de fantôme. Hein, non, bah oui. Première chose. Et c'est la 9e enquête de ton héroïne, donc Clara Mandoni, si je dis pas de bêtises. Clara Mandoni, oui. Et ça se passe dans la Manche. Joli commissaire corse. Alors, tu sais que tu la décris pas beaucoup. Elle est comment physiquement? Brune, non? Je l'ai décrite dans mon tout premier. Dans le tout premier, oui. Dans kilomètre 171. Je l'ai décrite comme une jolie petite brune. Une petite brune avec les cheveux au carré. Je vois bien comme ça. Après, le lecteur l'imagine comme il veut. Hein. Mais de toute façon, son cœur a déjà pris parce qu'elle fricote déjà. Oui, elle a rencontré un facteur dans Son Facteur. Et qui ne le quitte plus. Qui est de Fermanville. Qui est de Fermanville, oui. Alors l'intrigue du fantôme de la butte fait suite à ton roman précédent, à Tire-d'Aile, qui était intense aussi. Hein. Ah ben à Tire-d'Aile, il était très local. Enfin, voilà, il était plutôt de la Hague. Hein. Plutôt de la Hague, même si ça se termine en Allemagne. Hein, mais là, c'est vrai qu'on un petit côté espionnage, un petit côté voilà. Là, oui, c'est vrai qu'il y avait du cinémascope. Ça, on aurait pu l'adapter pour le cinéma. Là, il y avait Bruce Willis aurait pu être dans le truc. Quoi. Enfin, on va sans dévoiler évidemment l'intrigue pour ceux qui l'achèteront. Alors là, dans ce livre, ça s'appelait À Tire-d'Aile, oui, c'est ça. À Tire-d'Aile, oui. Avec une sombre histoire justement de ce qu'on n'a pas envie de voir arriver. Voilà, oui. Là, tu manquais. Il y en a plusieurs qui m'ont dit, il faudrait pas que tu donnes des idées. C'est ça le problème. Je les donne pas, je les vends. Joli. Voilà. Et puis comme ils vont pas. Ça c'est bien vu ça. Alors dans celui-ci, l'accent est mis sur les décors puisque tu nous parles de la zone géographique des papillons blancs. Et des souterrains alentours qui ont enflammé les imaginations, y compris la tienne dans ce livre. Et puis ce livre te touche particulièrement puisque tu as toi-même travaillé. Alors oui, bon, c'est vrai qu'il y a tout un passage où j'évoque les résidents de cet établissement. Bon, c'est vrai que je les connais bien. Il y en a ceux dont je parle, c'est resté des amis, quoi. Ils sont tous adultes. Il y en a qui sont à la retraite maintenant, que je vois encore, bien que j'en sois parti depuis pas loin de 40 ans. Mais, et ceux qui sont dans le livre, alors, ils sont vraiment dans la vie ou c'est des personnages plus ou moins, non. Jamais, c'est pas de la biographie, donc jamais je n'évoque un personnage précis. C'est quand j'évoque un personnage, c'est la compilation de plusieurs. Voilà, c'est ça. Par exemple, la dame qui témoigne, elle n'existe pas vraiment, quoi. Voilà. Oui. Mais. Et tu es revenu, j'imagine que tu es revenu sur les lieux pour collecter la matière de livre. Alors sur les lieux en ce moment c'est pas facile parce que c'est en chantier, donc. C'est en chantier. Ah oui, d'accord. Donc mais bon les lieux je les ai fréquentés pendant 15 ans, je les connais bien. Tu les vois de temps en temps. J'ai pas besoin d'y retourner, non. Et donc les décors se situent autour de la gare de Cherbourg. Alors Edgar Poe disait, à force de tourner autour du pot, je mets de gare. Toi, tu tournes autour de la gare. Toi. Alors voilà, c'est la gare, quartier des Provinces d'un côté, rue Saint-Sauveur de l'autre, et notre Carina qui fait le. C'est Carina, oui. Je ne me souviens plus du prénom. Notre Carina qui fait le lien entre les deux, quoi. C'est ça. Donc, c'est des coins que tu connais bien parce que chaque rue est exacte là, par contre. En plus, j'habite à côté, donc. Oui. Voilà, c'est vraiment. Parce que c'est vrai qu'en lisant, on voyait les images. Pour aller faire mes courses sur les provinces, j'emprunte le chemin qu'a emprunté Carina dans l'autre sens, quoi. Donc. T'écrivais ton livre en marchant, quoi, littéralement. C'est vrai que ce livre est au service des décors. Il est vraiment prétexte à les mettre en valeur. Quoi. C'est vraiment tu te dis tiens j'ai envie de parler de... Et puis surtout évidemment non seulement le dessus mais le dessous. Alors oui, ce dessous qui a surpris beaucoup de monde, je découvre encore à travers les lecteurs du bouquin que beaucoup ne connaissent pas.
l'existence de ces souterrains, et finalement c'est très bien comme ça, mais parce que bon, ils existent, ils ont été creusés entre 43 et 45, ils sont en piteux état maintenant, et c'est dangereux, il faut surtout pas aller s'aventurer là-dedans, quoi. Pareil. Donc c'est pour ça que tu n'as pas révélé les vraies entrées, j'imagine. Je t'entends mal, mon père. Tu n'as pas révélé les vraies entrées, j'imagine. Ah non, je parle pas. La seule vraie entrée dont je parle, c'est celle qui est contrôlée, qui est. Ah oui, celle-là existe, d'accord. Il y en a une celle qui est dans la carrière Saint-Sauveur, elle est sur une propriété privée, et les propriétaires ne laissent absolument ni de leur initiative parce que c'est chez eux, ni ne laissent entrer personne, sauf demande préfectorale, autorisation préfectorale ou universitaire, parce que les chercheurs en histoire peuvent éventuellement avoir besoin d'entrer dans des lieux comme ça. Et ma question, donc, est-ce que tu es allé dans ces souterrains? Alors, personnellement, je n'y suis pas allé, mais j'en avais eu une présentation il y a fort longtemps, à l'époque où je travaillais dans ce secteur-là, où mon directeur et l'architecte qui intervenait, enfin qui visitait la maison au moment où les papillons blancs l'ont acquise, parce que il y avait plein de travaux à y faire. C'est la Villa Maurice, alors que je dis. Et créer un autre bâtiment, donc ils sont allés visiter et ils sont tombés sur une des sorties qui a été camouflée dans la roseraie en contrebas et qui est maintenant qui était l'extrémité d'un des tunnels qui n'était pas terminé, mais qui sortait. Il y avait quand même un accès. Donc ils ont eu consigne de bétonner ça et de refermer tout, et refaire de la pelouse dessus, et on ne sait plus où c'est. Donc c'est les catacombes de Cherbourg, voilà. Quelque part. Alors bien sûr, tu as volontairement extrapolé en substituant ta pensée labyrinthique au vrai souterrain, mais il y a une grosse part de vrai dans ces décors, parce que j'imagine que ça ressemble un peu quand même à ce que tu... alors bon, les souterrains existent, et puis en fait le souterrain c'est 3 longs couloirs parallèles rejoints par des couloirs qui les uns aux autres, comme décrit dans le livre. Et tout ça donnait sous la Villa Maurice, qui était le poste de commandement du général von Schlieben, qui commandait ça. Tu vois, Marc, avec ton livre, qui avait 800 hommes sous ses ordres. 800 hommes sous ses ordres. Et puis tout son état-major qui logeait dans les petites maisons, le petit rectangle de maisons de la rue Saint-Sauveur, rue Président Loubet, rue Alfred Lohen, qui étaient toutes rejointes par les caves et qui rejoignaient les souterrains. Voilà, ils avaient installé là un ensemble dont ils pensaient que c'était inexpugnable. Ah bah oui, ils ont beaucoup fait ça dans la Manche. En fait, c'était pas tout à fait terminé quand le débarquement s'est fait, et ils se sont rendus très vite parce qu'ils n'avaient aucune chance d'en faire quoi que ce soit. Ils n'avaient pas fait les finitions à la peinture, ils n'avaient pas mis de papier peint encore, quoi. Enterré dedans, c'est tout, mais sinon, voilà. Donc une grosse part de vrai. Alors moi, ce qui m'a beaucoup plu, alors cette petite chapelle que moi je ne connais pas, elle existe. Ah oui, la petite chapelle Saint-Barthélemy, elle existe depuis bien longtemps. Elle existait avant que la Villa Maurice ne soit construite. Oh, peut-être pas. Oh, si, dans sa forme actuelle. Bon, elle a été en partie un peu défigurée par un blocos allemand qui donne sur la rue Barthélemy-Picret et qui sert de narthex à la chapelle, en fait, l'entrée à la chapelle. C'est vrai que ton bouquin m'a donné envie de la visiter. Bon, alors le problème, c'est que dans l'état actuel des célébrations, etc., elle est très, très peu souvent ouverte. Et puis, elle n'a pas de caractère particulier. Et t'as pas peur que justement les gens commencent à creuser sous l'autel pour voir? C'est toujours le risque avec mes bouquins, c'est comme dans Le Secret de mon ville. Je dis aux gens, surtout n'allez pas faire des trous dans le cœur de l'église, il n'y a rien dessous. Là non plus, il n'y a rien sous l'autel de la chapelle. Oui, parce ça c'est pipeau, faut pas y aller voir, hein, y a pas de... on peut le dévoiler un petit peu dans ton livre, effectivement. Pour que les auditeurs comprennent bien, un des passages secrets, justement, donc, commence sous l'autel. Voilà, une des extrémités. Je fais sortir je donne à un des souterrains une sortie un peu masquée, un peu une sortie secrète parce que les nazis aimaient bien quand ils faisaient des choses avoir des issues pour s'échapper. Donc il y avait une de ces issues était cachée sous l'autel de la chapelle. Et moi je vais t'apprendre une chose. Et ça c'est pas vrai, hein, j'insiste. C'est pas vrai du tout. Ne le faites pas les enfants, ne le faites pas. Bah tu sais que de même à Saint-Valahougue, alors ça c'est vrai. Par contre, vous ne trouverez pas l'entrée parce que mon père m'a jamais dit où c'était.
Mais sous le monument aux morts à Saint-Va, il y a 4 étages en dessous. Ah ouais. Ouais, pareil, et comme toi dans mon... C'est pas de ça dont s'est servi Nadine Mousselet dans un de ses romans? Ah bah peut-être, ouais, peut-être bien. Elle évoque Ah bah si tu veux, ça fera un excellent abri anti-atomique. Enfin bon, ouais. voilà. On a tous Nadine les... a aussi une belle imagination. Oui, mais il y a vachement de morts aussi dans la Manche. Moi, je regarde la presse, ça correspond pas avec ses bouquins. Hein. Heureusement. Alors donc, combien de temps tu as mis à écrire ce livre? Parce que tu as dit que c'était difficile quand même. Celui-là a été... Je l'avais dans la tête depuis... J'avais juste une esquisse dans ma bécane depuis un certain temps. Il faut le temps que ça vienne. Puis petit à petit c'est venu. Et puis j'ai décidé de lui donner cette forme de polar un peu léger. Au début, la petite Karina, je la faisais mourir. Et puis, bon, c'était dur quand même de mourir à 13 ans. Oui, donc j'ai pris une autre option qui permet que ce livre-là soit tout à fait accessible des enfants de collège, quoi. Tout à fait, parce que ça fait un peu... Mon petit-fils qui est en 6e l'a lu et l'a beaucoup apprécié. Je pense que oui, c'est un polar qui peut se lire effectivement. Mais après, pour les ados. C'est comme toutes les nouvelles, tous les bouquins qu'on dit à partir de 8 ans, il n'y a pas de limite dessus. Il n'y a pas de limite, 88, Donc là, il peut être lu dès 12-13 ans. Alors cette petite jeune fille Karina, donc c'est vraiment c'est l'héroïne du livre. Le livre est centré sur elle. Elle se cherche, elle est un peu rebelle à plusieurs niveaux. Elle a ses problématiques. Voilà. Elle a un petit côté, comment on appelle ça, qui se peint les yeux en noir. Gothique. Un petit côté gothique. C'est vrai que tu t'es beaucoup intéressé comme ça, quoi. Hein, parce que elle est aussi elle vit avec sa maman qui est toute seule. Elle n'a aucune idée. Elle tanne un peu sa mère pour savoir qui a été son père, et la mère ne lui répond pas. Et la mère ne veut pas. Voilà, bon. Et puis, oui, elle s'installe un peu dans la rébellion, mais une rébellion sympa. Sympa, et puis c'est vrai qu'elle a des bonnes valeurs. Elle est un peu scout, oui. On le verra dans le livre. Oui, un petit côté... On va pas révéler ça, mais elle a quand même des petites fulgurances comme ça, parce qu'il va y arriver évidemment des qu'elle met bien en valeur une fois qu'elle est dans le noir, dans les souterrains. Et... ça lui sert très bien. Je pense pas que tous les ados, je sais pas s'ils seraient capables de... Enfin, ils sont pas cons maintenant, mais... Est-ce que tu penses qu'ils seraient tous capables de faire ce qu'elle a fait? Non, sûrement pas. Mais j'en connais qui en seraient capables. T'en connais qui en seraient capables. Ça n'a rien d'exceptionnel. Elle a lu le manuel des Castors Junior. Dessus du panier, oui, mais elle se souvient de jeux qu'elle a eu dans les... Tu sais, avec les animateurs de centre aéré, ils leur donnent plein de billes. Après, ils en font ce qu'ils veulent, mais ils leur donnent plein de billes. Alors moi, elle se dit quand j'étais... C'est ce jeu de l'aveugle que je fais mettre en pratique. Tout à fait, oui. Elle l'a appris en centre aéré, et ça, c'est pas du tout une blague. Ça fait partie des jeux qui se pratiquent. Ah ben, je ne connaissais pas, moi, ce jeu. Oui, bien sûr, on entraîne, et même pas forcément sous forme de jeu aussi. Il y a des associations qui militent pour la place des aveugles dans la société. Ah bah oui, les aveugles qui invitent les gens à se bander les yeux, à mettre et à vivre pendant quelques minutes comme une personne non-voyante, et s'apercevoir que il faut compter ses pas. C'est pas si simple, mais qu'il y a des solutions, et que si on aide un peu les gens, il y a des choses qu'ils savent mettre en place. Et après, tu le fais les yeux fermés, quoi. Et après, voilà. Alors c'est très très bien écrit, avec une bonne respiration dans l'histoire. C'est vrai que moi je me suis pas ennuyé du tout, j'ai lu ça d'une traite. C'est vrai que il y a pas de passage, tu avais vachement su bien alterner les passages un peu descriptifs et puis les passages d'action. Hein. Et moi ce que j'ai aimé, c'est le côté délicat. Tu t'en parlais tout de suite dans le livre. On sent que tu les aimes, tes personnages, tu les traites bien. Oui. Ça, j'ai ressenti ça, moi. C'est vrai, je te dis, la petite Karina, finalement, quand j'ai commencé par la faire retrouver morte dans un buisson, je me suis dit non, c'est pas possible, je peux pas faire ça. C'était ton premier projet, ça. Ouais, on voit assez ça dans les journaux aussi, bon. Alors, par contre, l'impression perso, c'est que le méchant est de fait plus bête que méchant. Lui aussi, c'est un grand ado. Hein. C'est ça. Qui a aussi une histoire personnelle un peu particulière et qui est sûrement intellectuellement quelqu'un d'un haut niveau, puisqu'il fait des études importantes et il
part dans un délire, quoi. Bon, voilà. Bah, ça peut être très... Enfin bon, on va pas révéler non plus, mais ça peut aller très loin, son délire. Et puis, la touche finale, alors moi, franchement, qui est la cerise sur ton J'aime gâteau... bien toujours les personnages un peu fous. Hein. Oui, Il y a plusieurs de mes bouquins de cet ordre-là. Mais celui-là, t'as envie de le baffer, quoi. Tu te dis, mais c'est vraiment... c'est un petit cron, quoi. Fermez les guillemets. Et puis, alors, ce qui est vachement bien aussi, c'est ton immersion dans le monde des Jones. Avec, t'as essayé de t'immerger avec les expressions et tout. Bon, tu te mets abonné, tu vas traîner avec eux ou quoi? Oui, j'en ai pas mal autour de moi. Ouais, donc. Et qu'ils l'ont été, et puis qu'on en refait d'autres derrière eux qui le deviennent. Et c'est vrai que le Père Noël, il va traîner la nuit sur les toits, tout ça, faites pas comme lui, il est. Alors, pour terminer sur ce roman policier à le temps, si tu as le temps, ami auditeur, il faut préciser que, voilà, il y a un truc original aussi, on n'en a pas encore parlé, c'est la fin, puisque justement, il n'y a pas de fin. Alors voilà, là, vraiment, je me suis amusé, parce que j'avais plusieurs fins possibles, et je me suis dit, tiens, et si je laissais les auditeurs, les lecteurs, me proposer la fin, parce que voilà, on peut aller vers une fin plus romantique, une fin plus glauque encore que le bouquin, pas de fin carrément, quoi. Enfin, et donc j'ai laissé des pages blanches à la fin du livre en disant à vous de jouer. Et puis celle qui d'ailleurs, en fait, le bouquin que tu as droit à un cadeau, puisque tu m'as envoyé une fin. C'est vrai. Tous ceux qui m'envoient une fin ont droit à un cadeau. Et alors, est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont joué le jeu? Question. Alors, pour l'instant, le problème, c'est que j'en ai pas beaucoup qui m'ont vraiment renvoyé un texte. J'ai eu des réponses, des gens qui me disaient, ce serait bien ça, mais qui n'ont pas fait le pas d'écrire. Ça viendra, il y a encore... Alors moi j'ai fait le pas, j'ai fait une fin. Lionel Michel. a fait le pas. Un pas sympa comme tout. Ça t'a plu, hein? J'ai découvert un Lionel romantique. On le connaît plutôt farceur et truculent. Et là il est romantique dans la fin qu'il me donne, et ça c'est magnifique. Alors donc justement pour cette absence de fin, en plus c'est vachement bien puisque le Normand aime avoir le dernier mot. Donc là tu lui laisses vraiment le dernier mot. Oui, tout à fait. Non, puis c'est arrivé plusieurs fois que j'ai des réactions je pense à ce qui a donné le rouge et le noir. Quelqu'un m'a dit à la fin de sa lecture de Crime et Bâtiment, oh non, c'est pas possible que ça se termine comme ça. Voilà. Alors là, du coup, ceux qui disent c'est pas possible que ça se termine comme ça, ils l'écrivent. Mon gars, si tu peux faire mieux que moi, tu t'y colles. Voilà. C'est bien parce que comme ça tu travailles moins, toi, voilà. Ouais, ça n'empêche pas de travailler. J'avais ma propre fin sous le coude au cas où j'en aurais pas reçu, mais il y a au moins déjà la tienne. Donc, alors ce qui est vachement bien, c'est que tu pourrais aussi décliner le truc, c'est-à-dire voilà, vous faites le début. Et enfin, c'est comme la soupe aux cailloux, à la fin ils font carrément le bouquin. Pensez-y. Alors donc, je crois qu'on a tout dit sur le livre, hein, non? Voilà, oui, à peu près, oui. C'est un bouquin qui peut se mettre dans toutes les mains à partir du moment, parce que comme tu dis, les ados ils s'y retrouvent. C'est une histoire, c'est une d'entre eux, donc puis qui pourrait effectivement être une d'entre eux. Ça se passe. Il y a le collège des provinces, il y a tout ça. J'ai eu envie aussi de parler de ce quartier des provinces, qui est un quartier sympa, qui est plein de fleurs. Alors il y a des gens qui souffrent là-dedans, mais c'est quand même un quartier sympa, quoi. C'est vrai que les provinces, c'est un peu le pouls de Cherbourg, quoi. Quelque part, ça bouge beaucoup aux provinces. Effectivement, comme tu dis, c'est là où on sent qu'il y a une. Mais contrairement à d'autres endroits en dehors de Cherbourg, dans d'autres villes où ces quartiers sont souvent un problème, là, les provinces, on a envie d'aller s'y promener dans les provinces. C'est très joli. En plus, il y a beaucoup d'herbes. Il y a cette espèce d'arche avec le taille-crayon géant. C'est là, c'est par là, hein, je crois, il me semble. Oui. Et puis, il y aura bientôt le parc Favier. Il y en a encore peut-être pour quelques années avant qu'il s'ouvre au public, mais il y aura encore un pôle de promenade par là. Oui. Cherbourg est très très vert. Ça, c'est vrai qu'il y a pas mal de balades. Et là, on élargit un peu la discussion, mais il y a beaucoup de balades à faire. Tout à fait. Pour les marcheurs. Et venez chez nous. Alors évidemment, ça c'était la première casquette, donc ça c'est fait, on biffe.
Mais tu es venu également avec ta seconde casquette de président des auteurs en Cotentin pour nous parler de l'événement Château à la Page. Alors le précédent château était absolument parfait, Roselle, l'année dernière, hein. Et pour faire plus fort dans ce château cette année, il faut au minimum faire dans le château fort. Hein. Voilà, et c'est pas tout à fait ce qu'on fait, C'est puisque le château fort à cet endroit-là n'existe plus. Il a existé, le château actuel est à l'emplacement d'un château fortifié, qui datait l'emplacement lui-même date du XIIIe siècle. Alors c'est le qu'on dise le château nom. de Beuzeville-la-Bastille, Beuzeville-la-Bastille. Le plein marais. Un château qui a encore autour, qui est encore le château est du XVIIIe, mais il est encore entouré des douves du Moyen Âge, quoi. Hein. Et puis il est entouré du marais. Et j'ai découvert, parce que je suis d'ici, mais on va pas toujours partout. Et j'ai découvert dans cette zone de marais qu'il y a un château tous les 2 kilomètres. C'est vraiment extraordinaire. Ça, il y a beaucoup de châteaux. En face du plein marais, il y a l'Isle-Adam. Derrière le plein marais, il y a un autre, je sais plus comment il s'appelle. Et il y en a partout, quoi. C'est alors le châtelain sympa, non, t'étais allé le voir. Oui, tout à fait sympa. Une famille. Hein. C'est une famille qui tient donc quel château depuis des générations. Qui sont dedans depuis je ne sais combien de générations. Oui. L'Isle-Adam appartient à leur famille depuis très longtemps. Les fantômes du château, c'est des parents à eux. Quoi. Alors le fantôme, il existe. Monsieur Daigneault m'en a parlé. mais enfin, il a un peu tendance à claquer les portes quand il y a du vent. Donc c'est. D'accord. Voilà. C'est un fantôme caractériel. C'est un fantôme sympa aussi, lui. Et donc voilà. Donc toujours le même principe pour le château à la Page et non pas à la plage. C'est une manifestation interne à l'association des auteurs en Cotentin. Voilà. On est 60. Je crois que c'est. Alphabétiquement parlant, c'est toi le dernier de la liste. C'est moi le dernier de la liste. Tu es le numéro 64. Voilà. Je suis le numéro 64. Comme les hexagrammes de Viking. Voilà. Et donc, c'est une manifestation interne à l'association. On va être à peu près la moitié. Il y en a l'autre moitié a des engagements par ailleurs, etc. Mais on va être une bonne trentaine. Et donc, même le principe, c'est que c'est une journée festive. Festive, voilà. On se déguise. On se retrouve entre nous pour discuter entre nous, se montrer nos derniers bouquins, etc. Et aussi, tout ça avec le public qui veut bien venir nous rencontrer et éventuellement repartir avec 1 ou 2 ou 3 bouquins sous le bras. Ce qui est sympa. Mais ce n'est pas un salon du livre, dans la mesure où on n'est pas assis en randonnion derrière une table à attendre que les gens passent et en faisant le moins de bruit possible. Là, on peut même faire du bruit. Chaque auteur amène sa table et ses chaises pour pouvoir que les gens puissent s'asseoir autour de lui et échanger. Alors, et puis en plus, pour pimenter le tout, notre table est décorée et dans la mesure du possible, on se déguise. Et chacun essaye de satisfaire à cette demande-là. On porte un costume qui correspond à un de nos bouquins. Voilà, donc moi je serai habillé en poilu de 14-18. Tu seras habillé en poilu de 14-18 voilà, pour faire honneur à mon grand-oncle Fernand dont on ne sait pas où il est passé à la fin de la guerre. Tu m'en avais parlé. Oui. Et on ne sait pas ce qu'il a été fait de son corps. Son corps n'a jamais été rendu à la famille. Oui, voilà. tu me parlais de ça et tu t'avais spéculé d'ailleurs même sur où il pouvait être. On a essayé de le retrouver. On perd sa trace à son décès, qui a été enregistré à la mairie de Cherbourg, mais il n'était pas du tout de Cherbourg. Donc, et puis, impossible de trouver trace de rien. Donc voilà, c'est une anecdote familiale. Alors, ton costume, tu vas le trouver où ton costume alors ? Alors, si vous avez besoin de costumes, les fous du roi se font un plaisir de vous fournir tout et n'importe quoi à votre goût. On leur fait un petit peu de pub. Alors, c'est où le fou du roi ? Les fous du roi, ils ont changé de place dans Cherbourg. Ils sont arrivés tout près de la poste, là où il y avait une grainerie, là, une animalerie. Ah d'accord, oui. Et donc, l'année dernière, c'est rue de l'Ancien Quai. C'est un peu l'année dernière, c'est un peu là où tout le monde s'était fourni, quoi, non ? Il y en a plusieurs qui se fournissent là. Oui. C'est Tiff qui m'avait bien plu aussi avec son déguisement il était déguisé en contrôleur de train, je crois. Il me semble. C'est ça. Oui. Et puis il faisait l'animation cette année-là. Cette année, l'animation va être faite par Dominique Hamelin et son association. Les deux paysannes, la rigolote. Voilà. Les ventes de chez nous. Ils font plein d'animations en tout genre.
Comment s'appelle son association? Oh, je suis confus, Dominique. Alors attends, on va retrouver. C'est à fleur de mots ou quelque chose. Oui, non, c'est ça. À fleur de mots. Ouais, puis elles sont rigolotes. Voilà. Alors moi, si j'étais venu, je me serais déguisé en analphabète. Alors devinette, comment un écrivain fait-il pour se déguiser en analphabète? Bah c'est facile, il prend un crayon à l'envers, un livre à l'envers et un air idiot. Non, c'est vrai que je regrette de ne pas être dévot de cette année, parce qu'en plus, c'est vrai que le Roselle, moi j'ai un super souvenir. Et on avait bien ri. Si on a le Roselle, on a. Il y avait le soleil, passé à peu près 500 personnes. 500 personnes, ouais. C'était super, quoi. T'amènes la guitare. Parce qu'en même temps, alors, l'association est invitée par les propriétaires du château. Ça, c'est vrai pour chaque année. C'est le principe. C'est bien sûr, on les sollicite, mais le principe, c'est qu'ils sont nos accueillants et ils font également, dans le même temps, la valorisation de leur espace. Donc, le château, et de fait, la famille d'Aignaux a des chambres d'hôtes au château de l'Isle-Adam, etc. Donc, ils vont avoir la présentation de ce qu'ils font eux. C'est un échange. C'est une symbiose. Comme on dit les mots à la mode, c'est un échange gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, la symbiose, la flisse sur le caillou. Voilà. Alors, comme tu dis, il y a beaucoup d'animations. Il y a Nanou qui va, notre super conteuse de choc. Voilà, cette année, il n'y aura que Nanou. Notre autre conteuse, Christine Westerhalen, n'est pas là cette année, est partie compter ailleurs. Donc c'est Nanou qui assurera ou les comptes de son imaginaire, ou des lectures de passages que les auteurs lui auront confiés. Et puis un certain nombre des auteurs liront eux-mêmes des passages de leurs ouvrages. Et puis on a aussi des gens... C'est une relieuse aussi, c'est ça. Des gens qui nous... Des satellites sympas aussi. Il y a la relieuse qui était Roselle revient cette année. Et on va avoir aussi donc un membre de l'association des Vikings. Là, c'est Technor ou Berserkati Technor. De Technor qui viendra avec des maquettes qu'il est en train de faire. C'est un menuisier. Donc il fabrique des maquettes. Mais ils sont super sympas, cette association. Et il sera là avec ses maquettes. Voilà, donc, je crois qu'il y a un type que je connais qui fait partie de cette association. Et puis on aura aussi une table de présentation du salon. Salon du livre de Sainte-Mère-Église qui est le dimanche suivant. Et ça aussi, ça fait partie de notre vie d'auteur, de participer à des salons du livre. Donc pour un type qui est censé se reposer un peu, t'arrêtes pas finalement alors. Non. non, si, je m'arrête de temps en temps. Alors ça me donne un bon prétexte pour ne plus tondre ma pelouse. Je dis que c'est à cause de mon arthrose, mais... T'as combien de salons cette année? Alors t'as beaucoup de choses toi, non, personnellement? T'as beaucoup de salons personnellement cette année, non? Non, ouais. Personnellement, j'en fais de moins en moins. Je reste vraiment dans le coin. Je ne vais plus. Je suis même pas allé à Torigny. Oui. Ça devient trop loin pour. Mais dans l'année, j'en fais une dizaine. Les Pieux étaient sympas cette année aussi. C'était très très sympa. Hein. Oui, j'ai bien aimé. Bonne organisation, tout. À part que Jean-Claude Bourg était pas là. Ben voilà, oui, mais il était malade, le pauvre. Il devait être bourré, ça devait être ça. Avec un T à la fin, on précise. Alors, pour le château, là, tu t'es renseigné sur la météo, là, cette année? Écoute, les 2 premières années, il a fait beau, donc il n'y a pas de raison que ça continue pas. Jamais 203, mais dans le... C'est vrai que si on avait le temps qu'on a aujourd'hui, ce serait extraordinaire. Et franchement, depuis 4 jours... Alors, en plus, il ne faut pas que les gens s'inquiètent. Il y a du stationnement pour 400 bagnoles tout le long de l'allée. Il y a ce qu'il faut. Et on s'organise pour que la circulation soit à sens unique. On peut même se garer en Zodiac dans les douves, non? Alors, dans les douves, il ne faut pas trop essayer. Puis surtout, il n'y a plus d'eau. Mais bon, il n'y a plus d'eau. Non, mais il y a vraiment de la place à stationner, entrer dans l'allée, aller se mettre les voitures les unes après les autres, et on ressort de l'autre côté. Ça va se passer très bien, oui. Parce que chez nous, en général, il pleut tellement qu'il y a que des châteaux d'eau, et pas de châteaux forts. On n'a pas encore essayé dans un comme ça, mais il est pas mal aussi. Dans un château d'eau. Dans un château d'eau. Ah, j'ai l'inspiration qui coule en moi. Alors, voilà, mon petit Michel, tu voulais également nous parler aussi de ton... Alors, celui collectif. Dont je voulais dire un mot aussi, c'est un ouvrage collectif, parrainé, je dirais, par l'association Auteurs en Cotentin, et on est 8
8 à avoir 8 travaillé auteurs dessus. de D'accord. l'association à avoir apporté soit un témoignage, soit un récit plus de l'ordre de la nouvelle, enfin plus dans l'imaginaire, mais tous liés à la période 14-18. Et donc... Bon, André David doit en faire partie, non? André, il en fait pas partie, André David, non? Non, passe pas de... J'aurais cru, non, parce que lui... ses souvenirs historiques sont beaucoup plus anciens que ça. Oui, c'est vrai mais il pourrait se rapprocher un peu. Parce que... Et donc, non, là, on a Jean-Claude Baucher, Jocelyne Corbel, Maude Fauvel, Joseph Fromage, Éric Jardin, Jacques Lamache, Laurence Métayer, et puis moi-même, donc qui ont fourni des... Attends, tu n'as pas Henri Paul, il est pas dessus. Henri Paul, il est pas dessus. Henri Paul, Alain Paul, pardon. Rodriguez. Non, il n'est pas intervenu. Je l'aurais bien vu aussi faire ça, lui. Non, mais là on avait matière à faire un petit bouquin sympa qui est pas très lourd, en fait, qui fait 150 pages. Et chacun, donc il y a c'est des choses des nouvelles, quoi, étonnantes. Ouais, d'accord. Oui. Alors dans les témoignages, bon, il y a des lettres, des copies de lettres, des choses. Par exemple, pour anecdote, j'ai retrouvé dans les archives de la famille de mon épouse un petit carnet appartenant à son grand-père, qui a fait la guerre de 14, dans lequel il raconte en 2 pages les taxis de la Marne. Alors, les taxis de la Marne. Ah bah forcément, oui. Lui, il était dedans, assis à côté du chauffeur, et couvert de poussière. Ah, génial. Ah, c'est très drôle, quoi. Hein. Ah, ça, c'est un sacré document, effectivement. 3e régiment d'infanterie. Et la lettre est dans le livre. Et la lettre, voilà, donc j'ai mis une copie du petit carnet, oui. Voilà, donc ça prend 2 pages, mais c'est une anecdote rigolote. Ah bah c'est génial, oui. Façon de parler. Bah parce que les taxis de la Marne c'était. On ne savait pas du tout. Mon père il est mort depuis bien longtemps, et tout d'un coup on découvre que il était dans un des taxis. Quoi. La prochaine ils vont y aller en blablacar pour la prochaine guerre. Aussi des choses. Enfin, a aussi un témoignage alors qui n'est pas de sa famille, mais quelqu'un une amie qui lui a donner des lettres, etc. Donc il y a beaucoup dans ces témoignages de choses comme ça. Et puis après on passe aux choses plus dans l'imaginaire. Bah si tu veux nous lire un petit passage, t'as envie de nous lire un petit truc, non, un petit passage ou je sais pas, ou quelque chose qui t'inspire. Alors je vais prendre celui que je trouve sympa, c'est l'histoire du perroquet. Alors le perroquet du Bel-Essine, c'est Joseph Fromage qui raconte ça. Il a connu ce perroquet, il l'a vu quand il était gamin. Parce que le perroquet, il avait été ramené... Il balançait pas d'infos, le perroquet à l'ennemi. Il avait été ramené dans la tranchée, dans une tranchée, par un homme originaire un soldat originaire de la Martinique ou de la Guadeloupe, et qui ramenait ce perroquet parce qu'il appartenait à ses parents, et voilà qu'il a pu avoir une permission pour le décès de sa mère, oui, qui était la dernière vivante, et il a ramené le perroquet parce que plus personne ne s'occupait du perroquet. Ah d'accord. Et donc les soldats ont vu le perroquet dans la tranchée, et évidemment n'importe qui aurait fait comme eux à cette époque-là, il lui a appris à dire à bas les boches. J'allais te dire 22 Vlalèche, j'étais pas loin. Il est partout à bas les boches. Et puis la guerre c'est fini, le perroquet, il savait pas quoi en faire, c'est un copain qui a pris le perroquet. Le copain, il habitait ici dans la Manche, sur la côte des îles. Donc c'est devenu un Plumut 14 alors, le perroquet. Et le perroquet, il a vécu jusqu'en 45. Ah la vache. Enfin, jusqu'en 44, il a été, parce que il était dans la ferme du gars. Il y a même une photo du perroquet. Ah oui. Et le pauvre perroquet, voilà qu'au débarquement, tout le monde dans le village est parti se planquer. Le perroquet est resté enfermé dans la maison. Et les Allemands sont rentrés dans la maison et il a eu la sinistre idée de leur crier à bas les boches. Et ça y est, ils l'ont retrouvé avec la tête coupée. Quoi. Ah mince. La fin n'est pas drôle. Mais c'est une histoire. Un vrai perroquet patriote. Genre de choses qu'il y a dans ce bouquin. Ah bah les boches. Donc que je vous invite à. Donc j'évoque et je termine en chanson l'histoire de mon petit Fernand, parce que donc. La maman de petit Fernand lui dit un matin: t'es tout
petit à 20 ans, pas plus aucun pain. Tu ne seras pas militaire, ça je te le dis. Et pour labourer la terre, très bien trop petit, mon ami, t'es bien trop petit. Damoui, il mesurait 1m52, il pesait 36 kilos au conseil de Vision. Alors il a été renvoyé chez lui. Et puis il est repassé une deuxième fois, c'était pas mieux. Et la troisième fois, il avait un tout petit peu grandi. Comme il s'était mis à travailler comme charpentier avec ses frères, il avait forci un peu. Voilà. Et puis la guerre arrivait. Ils avaient besoin de chair à canon. Donc là, il est parti. Voilà. Au vain Dieu, tu vas être à la hauteur, toi, mon gars. Et le pauvre Fernand, il a été blessé 2 fois. Il n'y voyait plus. Et puis, il est tombé d'un mât de bateau dans l'arsenal de Cherbourg où il avait finalement été envoyé. Quoi, hein. Alors que maintenant, les jeunes, ils se feraient tout petits pour pas faire la guerre. Toi, c'est le paradoxe. Quoi. Lui, il voulait absolument y aller en plus. Il avait dit à ses frères, j'irai, je serai caporal. Il a été fait. Il a été caporal. Hein. Oui, tout à fait. Et pour finir sur la guerre de 14, tu sais que la guerre de 14 a été promue, elle a changé de nom. Depuis 2014, maintenant, c'est devenu la guerre de 100 ans. C'est une petite bêtise comme ça. La guerre de 100 d'il y a 100 ans. D'il y a 100 ans. Alors, mon petit Michel, super. Donc, on va parler un tout petit peu du site et puis de l'association. Tout va bien là-bas. Voilà, donc l'association, comme toute association, elle a ses hauts et ses bas, mais pour l'instant, il y a toujours un petit mouvement d'adhérents et de gens qui s'en vont, parce qu'ils quittent le coin, parce qu'il y a des choses parce qu'ils ont leur vie, parce qu'il y a des choses qui leur plaisent pas, parce que voilà. Donc, le Normand est un peu grognon aussi, des fois. Oui, mais pour l'instant, on a plus d'adhésion que de départ. Donc, tout va bien. Alors. Et il est éventuellement envisagé, parce qu'on a des demandes aussi, d'élargir notre zone de recrutement. Tout en restant dans la Manche. Ça a concerné les jumelles le Truite. Jusqu'à maintenant, on avait limité le Cotentin à pas plus de 80 km, donc à peu près au niveau de 40 ans. Et on a des demandes qui viennent donc, est-ce que les gens de grandes villes, etc., qui n'ont pas l'équivalent et qui voient que qu'une association comme ça, qui est sans prétention, mais avec une bonne ambiance, c'est mieux que de rester chacun dans son coin. Complètement. Il y a des gens qui ont envie de rentrer, donc on va réfléchir. Et les petites, les charmantes, les petites, le Truite, elles font partie des gens avec qui il y a eu contact et à qui pour l'instant on a dit non parce que vous êtes de Coutances et c'est en dessous, mais c'est dommage. Alors bon, voilà, donc on va peut-être leur ouvrir la porte un petit peu. C'est les portes qui s'ouvrent. Oui, non, parce qu'il n'y a pas de... Non, l'idée au départ, c'était surtout qu'on ne voulait pas... quand on avait fait un recensement des auteurs potentiels, c'est-à-dire correspondant aux critères et d'écriture et de vie liés au Cotentin, on dépassait 200 noms. Oui. Il y en a là-dedans qui n'ont absolument pas besoin de nous. Didier Decoing, il n'a absolument pas besoin d'une association comme la nôtre. On aurait peut-être un petit peu besoin de lui, mais lui, il n'a pas besoin de nous. Voilà, donc donc on a eu un petit peu peur de se retrouver devant une grosse machine. 60, c'est vraiment tout à fait suffisant. Hein. C'est un peu à l'image de l'Europe, si tu ne faut pas trop agrandir non plus. Il y a un moment où, quand c'est trop grand, on n'arrive plus à gérer. La Turquie, elle ne va pas rentrer dans l'Europe. Elle coûte en association, ça repose sur quelques épaules, et puis les autres disent c'est drôlement bien ce que vous faites. Ils sont sympas quand même, on les aime bien. Yes. Alors mon petit Michel, quelques mots pour les auditeurs. Tu veux que je dise un mot aux auditeurs? Avant, on rappelle quand même les coordonnées de l'association. Donc il y a un site, je crois. Rappelle-nous ça. Alors l'association, oui, en tapant auteur en Cotentin sur un moteur de recherche, et là tu trouves tout. On le trouve tout de suite. Hein. Et donc ce site a la particularité, et ça il plaît beaucoup aux auteurs concernés, parce que chaque auteur a sa propre page. Il y a une rubrique les auteurs. On ouvre cette rubrique-là, il y a le déroulé de tous les adhérents, et chaque adhérent a ou une page sur laquelle il met ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'il me donne ce qu'il veut y mettre et c'est moi qui l'y mets. C'est toi qui l'y mets. Parce qu'il faut une clé pour rentrer dedans.
Et puis, ou alors il y a un lien vers un site personnel, parce qu'il y a quand même sur les 64, je crois qu'il y en a une bonne vingtaine qui ont un site personnel, donc on peut les trouver soit en tapant leur nom, soit en déroulant là sur Auteur en Cotentin. C'est plus TIF qui s'occupe de ça, alors non Alors non, TIF n'est plus dans l'association. Ah, il n'est plus dans l'association. Voilà. Donc il a rendu les clés. Et pour l'instant, c'est moi. J'aimerais bien que quelqu'un reprenne les choses. Justement, profites-en pour passer le relais, mais bon, ça va, on s'en sort. Voilà, on a des surprises avec les sites, parce qu'on est sur un site gratuit, et on arrive un peu à saturation pour le stockage, pour le stockage, etc. Donc voilà, il va falloir qu'on trouve des solutions. Restons dans le gratuit, la vie est chère, tout ça. Hein. Bon. Mais voilà, mon petit Michel, on arrive au bout de cette petite interview sympa. Cotentin, sur un moteur de recherche quelconque, et on vient faire un tour sur notre. Il y a quand même ça représente un certain nombre de pages, et on a de la visite. Hein, on est à 170 000 pages visitées quand même. Hein. Oui, quand même. Pages visitées, ça doit faire autour de 70 000 visiteurs. 70 000 visiteurs, oui. C'est vrai que les Normands, faut dire ce qui est, ils sont très férus de leur histoire et ils sont très demandeurs. Oui, par exemple, d'un petit ouvrage collectif comme 14-18, etc., ça les intéresse vraiment, quoi. Mmh. Tu sens que quand ils viennent au salon du livre, t'as toujours le passionné qui va te tenir la jappe, comme on dit. Depuis 10 ans que je vais dans les salons, il y a des gens que je vois dans tous les salons du coin. Hein, je ne sais pas plus loin, mais les salons du Cotentin, Sainte-Mère, Les Pieux, Barfleur, Saint-Va, il y a des gens qu'on voit passer dans tous les salons et qui regardent toujours ce qu'il y a. Puis toi, t'es vachement connu maintenant. Michel, c'est pas compliqué quand vous arrivez à son étal. Hein, il a, je sais pas, t'as combien 35 bouquins, une quarantaine Alors attends, j'ai 6 romans, 9 polars, ça fait 15, une quinzaine pour les enfants, et puis les nouvelles, et puis oui, il me faut une grande table. Voilà, donc si vous invitez Michel, prévoyez la grande table de 3 mètres. Alors j'ai une petite conclusion pour toi, mon petit Michel. T'es prêt ? Je me cramponne. Tu te cramponnes à ton siège. Sachant qu'un crayon peut approximativement tracer une ligne d'encre de 55 km et que Michel Le Bonnois est un marathonien de l'écriture, vous êtes forcément à quelques stylos de notre ami Michel. Sans compter ceux que je perds. En plus, sans compter ceux qui perdent. Oui, à l'écrit, il vous gratte. Mais vous pourrez vous rattraper à l'oral en allant deviser joyeusement avec lui le 20 mai à l'événement Château à la Page. C'est à Beuzeville, que je dise pas de bêtises. Beuzeville-la-Bastille. Beuzeville-la-Bastille. C'est entre Chef-du-Pont et Picauville, pour ceux qui ne connaissent pas. Pas loin de la laiterie. Au cœur du Marais. Voilà, c'est au cœur du Marais. Ça sera balisé. Et ne balisez pas trop, vous. Profitez-en accessoirement pour acheter son dernier roman policier, Le Fantôme de la Butte. Il est excellent. Mon cher Michel, merci à toi. Merci Lionel. Radio Flamme, dans le Nord Cotentin, 90.6. Et partout en France, sur www.radioflamme.com. Radioflamme.com